Bonjour, les femmes ont ce super pouvoir qu'on a tendance à sous-estimer. Veux-tu enfin vivre la vie de tes rêves en utilisant ce super pouvoir au service de ta propre vie? À chaque fois que j'écoute cette chanson, je me connecte à ma propre nature et je reprends véritablement conscience de mon pouvoir de femme pour changer le monde. Bonjour, si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Blanguero de Femmes Modernes et Épanouies. J'ai créé ce mouvement pour aider les femmes à révéler leur potentiel, à accomplir la vie de leurs rêves, pour inspirer leur entourage et particulièrement leurs enfants, car les enfants sont l'avenir de l'humanité. Penses-tu vraiment qu'en restant dans une petite vie étriquée, en renonçant à vivre tes propres rêves, tu vas véritablement inspirer tes enfants à vivre les leurs? Pas vraiment, n'est-ce pas? Les enfants ont tendance à reproduire ce que leurs parents font. Si tu leur montres un exemple de résignation, un mode de vie qui ne te convient pas, ils finiront de la même façon, c'est-à-dire dans une petite vie étriquée, avec un bon boulot, une maison, une femme ou un époux, des enfants, les petites vacances à chaque été. Stop! Ça a l'air bien comme ça, n'est-ce pas? Beaucoup de gens aimeraient avoir cette petite vie tranquille, je suis d'accord avec toi. Et particulièrement quand on a eu une enfance un peu perturbée, un peu troublée, un peu dans l'insécurité. Je ne parle pas des situations extrêmes, mais de ce que beaucoup de gens vivent, notamment quand on a des parents divorcés et que le divorce est conflictuel. On vit dans une sorte d'insécurité psychologique. Et quand on arrive en tant qu'adulte à fonder cette petite vie tranquille, eh bien on y tient, on s'accroche à ça. On a l'impression d'avoir réussi. Et puis plus le temps passe, plus on se rend compte que ce n'est pas véritablement notre aspiration. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé. Pendant des années, je me suis accrochée à cette illusion de vie réussie, pensant que c'était finalement le rêve ultime, mon rêve ultime. Et en fait, tout ce que ça a révélé, c'est que au bout d'un moment, j'avais perdu le sens de ma présence sur Terre, à quoi je pouvais servir. Alors oui, je m'accrochais au fait que j'ai la sensation, j'ai la conviction que j'ai réussi en tant que mère. Et c'est pas être orgueilleuse de le dire, j'ai réussi en tant que mère. Je suis fière des enfants que j'ai, des personnes qu'ils sont devenus ou qu'ils sont en train de devenir. Et je m'octroie une partie du mérite de ce que mes enfants sont en train de devenir. Et c'est en cela que je veux te sensibiliser dans cette vidéo. Nous les femmes, nous avons ce pouvoir de faire des futures générations, des générations qui vont changer le monde vers plus d'amour et de bienveillance. Mais avant d'aller plus loin, je te propose de regarder ça. Cela ne fait pas si longtemps que les femmes sont libres. Un peu d'histoire. 1803, le Code civil, édicté par Napoléon, consacre la famille sous l'autorité d'un chef de famille, le mari. La femme n'a pas de capacité juridique. Elle dépend d'abord de son père, puis de son mari. Je saute des étapes, je ne veux pas être exhaustive, que les historiens me pardonnent. 1938, une loi modifie le Code civil et on retrouve des règles comme le mari est le chef de la famille et peut s'opposer à ce que la femme exerce une profession séparée dans l'intérêt du ménage ou de la famille. Ou alors, le mari choisit le lieu de vie de la famille et a l'obligation d'héberger sa femme, ouf, celle-ci pouvant saisir le juge en cas de problème sur ce point. Cette loi a marqué une évolution car on s'est rendu compte pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, que les femmes avaient su se débrouiller sans les hommes qui étaient partis au front. On fait un autre saut dans le temps, 1965. Désormais, chaque époux a la pleine capacité de droit. La femme mariée peut se faire ouvrir sans le consentement de son mari un compte bancaire à son nom. La femme a le droit d'exercer une profession sans le consentement de son mari et elle peut disposer comme elle l'entend de ses biens propres. Elle perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement une fois qu'elle a acquitté les charges du mariage. 1970, les femmes assument conjointement avec leur mari le statut de chef de famille.
quand on y pense, cela ne fait que 50 ans que la femme est considérée comme un chef de famille, au même titre que le mari. 1975, les épouses s'obligent mutuellement à une communauté de vie. On voit le changement de vocabulaire, on ne parle plus de la femme, le mari, on parle des époux. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Bien entendu, les couples de 1975 n'ont pas tous respecté ces nouvelles règles. Le mari restait encore très dominant dans les choix du ménage. Comme dans tous les domaines, la pression sociale, les systèmes en place, les cultures, l'éducation perpétuent des modes de fonctionnement anciens et il n'est pas rare de trouver des femmes qui s'autocensurent. Cela laisse songeur. Cela montre que nous, les femmes, avons encore du chemin à parcourir pour prendre la place qui est la nôtre. Beaucoup de femmes encore aujourd'hui s'abritent derrière le confort que peut leur apporter une vie en tant que femme mariée. Et professionnellement, c'est souvent encore le cas qu'elles s'effacent pour permettre à leur compagnon d'avoir un développement de carrière satisfaisant pour lui. Elles se consolent en réussissant, entre guillemets, leur vie de mère, comme je l'ai dit plus haut, préservant cette unité familiale tellement chère à leur cœur. Mais au final, au bout d'un certain temps, elles se rendent compte qu'elles ont sacrifié leur carrière pour permettre ce bonheur qu'elles ont mis en place, dont elles sont les actrices. Alors qu'on me qualifiait d'adolescente difficile, avec des rapports un peu compliqués avec ma maman, rebelle, je suis partie de chez moi à 17 ans en claquant la porte parce que ma mère n'acceptait pas mon petit copain de l'époque. Finalement, je me suis retrouvée dans un schéma classique où je me suis sacrifiée pour mes compagnons. Cela s'est traduit par des déménagements, des mobilités professionnelles dues à leur propre carrière qui ont fait que je n'ai pas eu la carrière que j'aurais pu avoir si je m'étais seulement préoccupée de mes propres objectifs professionnels. J'ai fait ces choix en toute conscience et justement parce que c'était de mon propre chef que je faisais ces choix-là, à aucun moment je n'ai senti de la reconnaissance de la part de mes compagnons pour ce sacrifice que j'avais fait. Puisque c'était un sacrifice consenti, ce n'est pas un si grand sacrifice que cela, n'est-ce pas? C'est en tout cas ce que tout le monde pensait autour de moi. Mais le temps passant, l'âge arrivant, on parle de crise de la quarantaine, mais en fait, je pense que 40 ans, c'est l'âge où en fait on se rend compte que la moitié de la vie, entre guillemets, est déjà passée et qu'on n'a peut-être pas réalisé ce qu'on aurait voulu réaliser, qu'on a perdu du temps, ou on commence à avoir, entre guillemets, des regrets et on se pose beaucoup de questions. C'est pour cela qu'on parle de crise de la quarantaine, mais en fait, ce n'est pas vraiment une crise, c'est une remise en question. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte en regardant dans le rétroviseur que j'aurais pu accomplir beaucoup plus et je ne l'ai pas fait. La leçon que j'ai tirée de ce passé, c'est que même si on vit dans un couple harmonieux, même si le conjoint a un revenu qui suffit pour faire vivre la famille, il ne faut pas tomber dans ce piège de la dépendance financière. Parce que un jour ou l'autre, ça se retourne contre toi. Et ça, je l'ai compris lorsque mon compagnon est décédé et que je me suis retrouvée du jour au lendemain sans aucun revenu. J'ai pris conscience qu'en fait, je m'étais mise moi-même dans la dépendance financière et que je mettais en danger mes enfants. Ce pourquoi je me battais toute ma vie, finalement, c'est moi qui l'avais instauré. J'ai développé mon entreprise pour pouvoir être indépendante financièrement et pour pouvoir avoir un revenu et à la fois être présente pour mes enfants parce que c'était pour moi un véritable enjeu que d'être présente pour eux, aux heures où ils en avaient besoin, autant que ce qu'ils en ont besoin, mais à la fois de développer une source de revenus pour être indépendante. Aujourd'hui, je vis avec beaucoup moins de revenus que ce que nous avions lorsque j'étais en couple, et pourtant, j'ai l'impression d'avoir un plus gros pouvoir d'achat et d'être plus riche, d'être plus à l'aise, d'être davantage en sécurité financière. Et cela est dû à une raison principale, c'est parce que je me suis éduquée financièrement. J'ai arrêté d'être une cigale pour être davantage fourmi. Et c'est pour éviter que d'autres femmes tombent
dans la dépendance financière que j'ai créé Femme moderne et épanouie. Je veux déclencher une réelle prise de conscience des femmes que maintenant, il est temps d'agir, que l'on ne peut plus s'abriter derrière ce schéma patriarcal dans lequel nous avons été élevés et c'est l'héritage de notre histoire que l'on se traîne encore aujourd'hui. Les femmes doivent être indépendantes financièrement pour pouvoir faire face à tout. Et cela n'empêche absolument pas d'avoir une vie de couple harmonieuse parce qu'il faut véritablement déconnecter la relation de couple, la construction de la famille, de l'argent. Et c'est une véritable nouveauté parce que ce n'est pas pour ça que la famille a été conçue à la base, mais c'est une révolution que nous sommes en train de traverser et qui s'accélère avec la crise actuelle. Et la crise actuelle n'est qu'un accélérateur d'une tendance qui est déjà née depuis plusieurs années. Et nous les femmes, nous avons notre rôle à jouer pour saisir cette opportunité et impacter positivement le développement de l'humanité en restaurant le pouvoir de l'amour et de la bienveillance dans les décisions qui sont prises au plus haut niveau. Et cela commence par nous-mêmes et nos enfants, car nos enfants sont les décideurs de demain. Si les décisions qui étaient prises dans le monde étaient nourries par davantage d'amour, de bienveillance, d'altruisme et de responsabilité, le monde connaîtrait beaucoup moins de tensions entre les peuples et entre les pays. Prenez le cas de dictateurs que l'on a connus au XXe siècle, par exemple Hitler. C'est quelqu'un qui a grandi dans un environnement très hostile et dans un environnement, on va dire que c'était quelqu'un qui était mal aimé et rejeté. Il s'est développé personnellement, entre guillemets, pour nourrir ses ambitions, mais comme il avait le mauvais terreau, il a développé quelque chose qui allait dans le mauvais sens, on va dire, et jusqu'à des extrêmes qui sont extrêmement terrifiantes. Prenons le même être qui grandit dans un terreau qui est construit davantage autour de l'amour, la bienveillance, le respect de l'humain, la responsabilité, eh bien on n'aura pas du tout le même parcours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que femmes qui élevons nos enfants, nous avons cette responsabilité-là de construire le monde de demain en construisant des êtres, en leur donnant le terreau dont ils ont besoin pour faire des êtres d'amour, de bienveillance et de respect de son environnement, de la nature, de l'homme, de l'humain, sans pour autant se perdre. Beaucoup d'enfants dans le monde grandissent dans des environnements hostiles et violents. Comment s'attendre à ce que ces enfants soient des adultes bienveillants et prennent des décisions qui aillent dans le bon sens pour un monde beaucoup plus respectueux de l'environnement et de l'humain, alors qu'ils ont grandi dans le mauvais terreau. Plus près de toi dans ton quartier, tu peux avoir des enfants qui grandissent dans des contextes tout à fait différents. Et selon ce contexte familial, cela va donner, en quelque sorte, un être qui a une histoire. Et selon ce qu'il va faire de cette histoire, cela donnera un certain parcours. En tant que mère, nous avons donc cette responsabilité de donner à nos enfants le meilleur. Bien sûr, ce n'est pas une garantie parce que ce sont des êtres libres et ils font ce qu'ils veulent avec les ressources qu'ils ont. Mais si déjà, toi, en tant que mère, tu lui donnes le meilleur pour qu'il soit un adulte bienveillant dans sa vie d'adulte, eh bien, ça va changer le monde. C'est pas du tout idéaliste ce que je dis. Je pars du principe que ce qui nous construit, c'est la façon dont on est et la façon dont on est élevé. Il n'y a rien de fataliste. On peut naître dans les pires conditions, être élevé dans les pires conditions, mais si dans le cours de la vie, on prend conscience de cela et on change le cours, on peut arriver à des destins qui sont fabuleux. Mais inversement, quelqu'un qui a mal démarré dans la vie, s'il ne prend pas conscience de ça, il va répéter le schéma dans sa vie. Et c'est comme ça que nous avons des personnes que nous avons autour de nous qui réagissent de façon, on peut dire, nuisible, entre guillemets, ou nuisible par rapport à nous, ou par rapport à la communauté, ou par rapport aux règles sociales. En tant que femme, tu peux impacter tes enfants en leur apportant ce terreau d'amour et de bienveillance pour qu'ils sachent que c'est tout à fait possible de faire autrement que ce qu'ils vont voir à l'extérieur et qu'ils ont également le pouvoir de changer le monde. Cette vidéo se veut optimiste parce que je suis confiante
que nous les femmes, nous avons vraiment le pouvoir de changer le monde en offrant à nos enfants qui sont les décideurs du demain le meilleur terreau possible. Un terreau dans lequel on va leur montrer que l'amour, la bienveillance, la responsabilité, l'altruisme, le respect sont des valeurs à mettre au plus haut niveau pour décider de l'avenir de notre monde.